Super. OK. On a eu un petit message qui nous l'annonçait. Voilà. Parfait. Je me présente peut-être rapidement. Moi, je suis Jeanne Boisselier. Je suis, chercheuse en psychologie sociale, en psychologie du travail, à Haddock Talent Management. Avant de rejoindre Haddock, j'ai fait une thèse de doctorat sur, les biais liés au genre dans l'accès à l'emploi de managers. Et c'est la raison, de ma présence ici. Je vais vous parler, un petit peu des biais liés au genre et aussi des manières de les réduire dans le secteur du digital. Et je vais juste peut-être te laisser la parole, Laurence, pour expliquer le contexte un petit peu pourquoi le webinaire d'aujourd'hui, dans quel cadre il s'inscrit. Hop. Avec grand plaisir. Alors du coup, effectivement, ce webinaire s'inscrit dans la première phase d'un programme qui s'appelle Digital for All et qui est une des actions, que Haddock Talent Management a proposé dans le cadre, du projet, du programme proposé par le SPF Women in Digital. Et donc notre, projet à 4 grandes, phases. Cette première phase d'inspiration où on organise entre autres ce webinaire. Il va y avoir aussi une table ronde, et nous participons à d'autres événements pour faire émerger les leviers d'action afin de booster l'accès des femmes et des jeunes filles dans les STEM et dans le digital. La deuxième grande phase, ce sera notre hackathon, qui a lieu la première semaine du mois de mai où tout le monde est le bienvenu et là, on va travailler de manière concrète à proposer des réponses innovantes et des solutions innovantes, en vue de les mettre en place. Et certaines de ces solutions auront aussi l'avantage de pouvoir être suivies par des experts dans un parcours d'incubation, notre troisième phase, et puis la quatrième phase qui a lieu tout au long du projet et qui vise à créer et à dynamiser la communauté autour de ces questions. Et voilà. Et donc Jeanne lance ici le premier événement dans le cadre de Digital for All. Oui, c'est vrai. Mm. Merci Laurence. Du coup, c'est vrai, ce premier événement, c'est tout simplement le webinaire. Donc ça s'inscrit dans la phase d'inspiration et de quoi on va parler dans ce webinaire? Eh ben, je vous présente un petit peu le plan comme ça on sait, où on va. Eh bien, ce qu'on va y faire, c'est qu'on va tenter de comprendre pourquoi les femmes sont sous-représentées dans les métiers du digital et pourquoi c'est d'autant plus le cas dans les positions hiérarchiques, donc entrepreneurs, créatrices, dirigeantes d'entreprise ou de start-up. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par un état des lieux. Je vais vous présenter quelques chiffres. Alors, des chiffres, il y en a beaucoup et je ne vais pas tous vous les présenter. J'en ai sélectionné quelques-uns qui semblaient un petit peu pertinents sur cette thématique-là. Ensuite, pour essayer de comprendre ces chiffres, on va s'intéresser précisément aux biais liés au genre. Alors, dans un sens très large, les biais liés au genre, on va aller des stéréotypes jusqu'aux discriminations. On va essayer d'être assez exhaustif parce que donc, les biais liés au genre peuvent intervenir à plein de niveaux différents, au niveau individuel, au niveau groupal, etc. et à différents moments des carrières. Donc voilà, ça va être un petit peu un panorama large et général sur ce thème-là. Et ce qui compte ici, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a vu ça pour améliorer la représentation des femmes dans le secteur du digital. Donc, on va voir quelques techniques issues surtout de la littérature scientifique, mais aussi de la littérature grise, des techniques qui sont efficaces pour réduire les biais liés au genre. Donc, pas forcément uniquement dans le monde du digital, mais qui peuvent être efficientes. Voilà, donc juste quelques précisions. Je vais être assez large et exhaustive dans le sens où peut-être que vous venez de milieux différents. Je pense qu'il y a des gens d'ici dans le webinaire qui viennent du monde de la recherche, d'autres du monde entrepreneurial, associatif, peut-être des professionnels de l'égalité homme-femme. Je vais essayer d'être assez large pour pouvoir voilà, essayer de balayer un peu l'ensemble de ce qu'on peut dire à ce sujet pour que tout le monde y trouve son compte. Si ça vous va, eh ben, on rentre dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter quelques chiffres éloquents. Alors, avant de passer aux chiffres, pourcentages, etc. en eux-mêmes, évidemment, je précise, si Laurence ou Eva, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Voilà, vous me coupez. Comme je ne vois pas forcément les mains levées, vous prenez la parole. Avant de parler des chiffres en eux-mêmes, juste un contexte très général, très large, sur vous voyez de toute façon dans votre vie quotidienne, c'est que la sphère professionnelle, elle est
genrée, dans le sens où quand on regarde les répartitions hommes-femmes dans les secteurs professionnels, qu'on soit en France, en Belgique, dans n'importe quel pays d'Europe, voire dans quasiment tous les pays du monde, avec des exceptions, hein, on constate qu'il y a ce qu'on appelle une double ségrégation. Ségrégation dans le sens d'une différenciation basée sur le genre, une ségrégation qui va d'abord être horizontale, dans le sens où on va observer une surreprésentation des femmes dans certains secteurs professionnels et une surreprésentation des hommes dans d'autres secteurs professionnels. Alors typiquement, ça va être une surreprésentation des femmes dans les métiers du social, du soin, de l'enseignement, etc. Et une surreprésentation des hommes, donc des travailleurs masculins, dans les métiers qui vont être, par exemple, perçus comme nécessitant une force physique importante ou de bonnes conditions physiques, une technicité importante, et aussi dans les professions les plus prestigieuses en termes de statut social. C'est là qu'on peut switcher vers la ségrégation verticale. La ségrégation verticale, donc c'est le deuxième mouvement de la différenciation homme-femme sur le marché du travail, c'est tout simplement le constat que plus on monte en termes de hiérarchie et de prestige, moins les femmes sont représentées. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas du tout, mais en tout cas, c'est sûr qu'en termes de pourcentage, on perd en représentation de femmes. Un exemple typique, ça va être par exemple à l'hôpital. Quand vous regardez la population aide-soignants, infirmiers, voilà, on va avoir une forte représentation de femmes. Quand on passe au chef de service ou au médecin pour avoir beaucoup plus de prestige ou de responsabilité, hop, le pourcentage de femmes diminue. On voit ça aussi à l'université, par exemple, et franchement, on voit ça dans beaucoup de secteurs professionnels. Alors, ça, c'est ce qu'on constate au premier regard. C'est quand même assez une constante, même s'il y a des évolutions, ça va mieux, etc. On voit que les chiffres évoluent. Bon, ça évolue, mais pas tant que ça, honnêtement, ou ça évolue lentement. On est quand même globalement dans ce genre de paysage professionnel. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que en fait, cette différenciation-là, elle va un petit peu plus loin que ça, parce que si on regarde un peu plus dans le détail, donc à l'intérieur même des activités ou des métiers, au sein d'un même secteur, par exemple, on va voir qu'il y a une différenciation liée au genre en fonction des activités. Donc, par exemple, ça peut être une différenciation un peu explicite du type, dans un même secteur, les femmes vont occuper des postes de chargés de communication, par exemple, ou relationnel, client, etc. Et les hommes vont avoir plus des postes liés au matériel, à la technicité, au développement de produits, par exemple. Donc, on va avoir une différenciation des activités à l'intérieur du secteur. Et chose intéressante, voilà, que je trouve assez intéressante, c'est que même quand la différenciation des activités est moins formelle, c'est-à-dire quand elle est implicite, on va avoir une différenciation des activités des hommes et des femmes. Par exemple, je ne l'ai pas cité sur ma diapo, mais il y a une étude qui est intéressante, je vous les mettrai dans la référence si vous voulez. C'est une étude de Boussard et Hall en 2007 sur des femmes policières. En les interrogeant et en regardant un petit peu leur quotidien de travail, les auteurs se rendaient compte que bien qu'elles fassent le même métier que leurs collègues policiers, elles faisaient quand même plus les activités qui étaient en lien, par exemple, avec l'accueil du public, les postes radio, etc., alors que tout ce qui était en contact avec la voie publique, c'était plus les hommes de l'équipe qui allaient assurer ce genre de métier-là. Voilà, tout ça pour dire que même au niveau implicite, dans une même activité, dans une même équipe de travail, on va comme ça avoir une sorte de mouvement de choix en fait qui vont être faits, ou plus ou moins automatiques ou conscients, hein, mais de choix qui vont être faits vers l'un ou l'autre en phase avec des stéréotypes de genre en fait. Bon là je m'avance un peu, on verra les stéréotypes tout à l'heure, mais c'est l'idée. Voilà pour le contexte très général. Maintenant, on va pouvoir regarder ce qu'il en est pour la sphère digitale, parce que tout simplement, c'est un très très bon exemple de cette double ségrégation-là. Alors, dans le digital, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est une sphère qui est genrée dans le sens où les femmes sont moins nombreuses. Quand elles travaillent dans le digital, elles sont souvent concentrées dans certaines activités et elles sont moins nombreuses quand on grimpe en termes de hiérarchie. Donc, pour le coup, c'est un très bon exemple. Voilà, après,
Il y a des exemples un peu précis du type dans le milieu du gaming, du développement. Voilà, par exemple, il y a beaucoup moins de femmes dans ces milieux-là. Il y a à l'inverse beaucoup plus de femmes dans tout ce qui est rôle de communication, graphisme, relations consommateurs, etc. Alors que les hommes vont plus assumer des rôles type programmation, installation de matériel, maintenance, etc. Donc voilà, on constate la double ségrégation ici. Juste quelques chiffres ici. Selon une étude de McKinsey qui est assez récente, en 2023, les tech roles, donc au niveau des métiers en tant que tels, développeurs, data engineers, etc., 78% en Europe sont occupés par des hommes. Donc là, pour le coup, voilà, il y a une forte disparité de genre ici. Sachant que ce n'est pas noté sur la diapo, mais ce qui est intéressant dans leur article, c'est que le cabinet, les auteurs, énoncent 2 moments où justement il y a une perte de nombre de femmes dans ces métiers-là. La première étape, en fait, le premier moment, c'est entre le lycée et les études supérieures. Donc, il s'indique qu'il y a moins 18% de femmes à ce moment-là, enfin une chute de moins 18%. Et le deuxième moment, c'est entre la fin des études supérieures et l'entrée sur le marché, moins 15%. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est que non seulement elles sont sous-représentées, mais qu'il y a des espèces de moments clés qui fonctionnent un peu comme des entonnoirs où, pouf, on va avoir une perte de femmes, enfin de représentantes féminines à cet endroit-là. Autre chiffre intéressant, dans les entreprises, toujours en Europe, hein, qui emploient leurs propres spécialistes en ICT, donc technologie de l'information et de la communication. Ça représente quand même 75% des grandes entreprises qui emploient leurs propres spécialistes. Eh bien, 83,5% de ces spécialistes sont des hommes en Europe, en 2019. Voilà. Donc, ça fait moins de 16,5% de femmes ici, bon, ce qui est peu aussi. Alors, je continue avec les chiffres sur l'entrepreneuriat. Maintenant, donc là, j'ai choisi de vous parler de ça pour vous parler du statut et du statut des professions occupées par les femmes. Donc là, ce n'est pas forcément uniquement dans le digital. Pour le coup, quand on regarde l'entrepreneuriat en Europe, on voit que globalement, un tiers des entreprises sont créées par, toutes sphères comprises, hein, par des femmes. Elles représentent 29% des entrepreneurs, donc en fait même pas un tiers. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que si on regarde de plus près, on voit qu'en fait, elles sont quand même, elles surreprésentent les entreprises d'une seule personne. Voilà. Donc, ce n'est pas des entreprises, comment dire, qui vont avoir un champ d'application extrêmement vaste, qui vont avoir employé beaucoup de personnes, etc. Des auto-entreprises. Et au niveau des secteurs, sans surprise, on est beaucoup dans les services, dans les secteurs des services, du travail social, de la santé et de l'éducation. Et un chiffre intéressant aussi, on a 19,2% des entrepreneurs dans le cadre des technologies de l'information et de la communication qui sont des femmes. Voilà. Donc, des chiffres... C'est parlant. Ouais, oui, voilà. Et je n'ai pas fait exprès de sélectionner les chiffres les plus choquants, hein. C'est des chiffres, somme toute, habituels. Voilà. Alors, la Belgique, parce que pour le coup, le programme Digital for All est quand même soutenu par le SPF. Tout à fait. C'était quand même intéressant d'aller voir ce qui se passait précisément en Belgique, sachant que franchement, c'est pareil si vous écoutez et que vous êtes en France ou dans d'autres pays, hein, je pense même au Canada, je n'ai pas regardé le contexte précisément, mais globalement, on est sur des choses qui se ressemblent un petit peu. Par exemple, au niveau des secteurs professionnels, sans parler du digital en tant que tel, on voit cette ségrégation horizontale, je n'ai pas mis la flèche vers le haut, mais on voit aussi la ségrégation verticale, avec des femmes qui sont surreprésentées dans les secteurs de la santé et de l'enseignement, et des femmes qui sont sous-représentées dans l'industrie extractive. Voilà, c'est le chiffre où elles sont, c'est le secteur où elles sont le moins représentées. Elles n'ont pas envie de faire de l'extraction de minerais, ni de la construction, visiblement. Et je n'ai pas regardé ça de plus près, mais je suis prête à parier que les femmes qui travaillent dans ces secteurs-là, pour beaucoup, ont des rôles liés au service client ou à la communication. Voilà. Mais bon,
je veux pas m'avancer, donc je ne l'affirme pas, mais c'est une hypothèse que je fais. Au niveau de l'entrepreneuriat, eh bien, tout simplement, on est dans un chiffre, très proche de celui de l'Europe, hein. 30 des entrepreneurs, sont des femmes, 30 des entrepreneurs belges sont des femmes. Elles entreprennent dans quoi? Dans la santé, dans les services et dans l'enseignement. Alors, elles sont quand même minoritaires, ici, hein, parce que de toute façon, elles sont minoritaires en tant qu'entrepreneurs, en tant que telles. Et là où elles entreprennent le moins, c'est dans le secteur de la construction et de l'information et de la communication. Voilà. Donc je vous ai mis à chaque fois les 2 extrêmes du continuum. C'est pas des il y a rien entre 7 et 14. Enfin, en termes de secteur, qui était pris en compte dans l'étude de Stadbel, ici. Mmh. Juste une précision que je trouve importante ici, c'est qu'il y a, des différences liées à l'âge, dans le sens où les femmes représentent 40 des entrepreneurs de moins de 30 ans et 28 des plus de 50 ans. Donc potentiellement, on est là face à un mouvement de réduction d'augmentation de la représentation des femmes. Il faut voir si ça continue, enfin, voilà. En tout cas, il y a pour le coup un effet d'âge ici. Et je vous ai mis ce chiffre-là ici aussi, dans le secteur du numérique en tant que tel, elles sont 13 des entrepreneurs en Belgique. Voilà. OK. Bon, j'ai encore quelques chiffres et puis après on passera, on essaiera de comprendre du coup ces chiffres. Mais juste ceux-là, je les trouvais quand même assez intéressants. En Belgique toujours, les temps partiels et 42 des femmes sont à temps partiel et 12 des hommes. Donc ça, c'est quand même assez important. C'est que pour développer une carrière, avoir par exemple eu des opportunités, il faut avoir mené des projets, etc. Quand on est à temps partiel, peut-être qu'on va faire un petit peu moins parce que tout simplement on a moins de temps. Voilà, donc je trouve que la différence, elle est quand même assez grande ici. Au niveau de l'écart salarial, donc salaire horaire, c'est-à-dire, pour le coup, on ne prend pas en compte le temps partiel ou temps plein. En Belgique, on est à 5 de différence de salaire entre les hommes et les femmes. Alors, c'est 5 mais finalement, c'est pas mal par rapport à l'Europe. Enfin, c'est 5 de trop, hein, je suis d'accord. Mais en fait, je crois que Laurence, tu me confirmes si c'est ça, mais je pense que c'était quasiment tout en haut de la liste dans les meilleurs. Au niveau européen, la Belgique n'est pas si mal classée, en effet. Alors, tout récemment encore, enfin la semaine dernière, il y a Dans encore eu les meilleurs. un article. Je ne sais pas si c'est moi ou. Ah, tu ne m'entends pas? Là, j'avais eu un freeze, mais c'est peut-être moi. Ah, Ouais, ça vient de toi, Jeanne, parce que moi, en tout cas, j'entends très bien. OK. Donc un article qui expliquait, bon, il y a une grosse inflation en Belgique, ça a été assez fort sur ce début d'année sur les salaires, ça creuse les écarts. Donc ils disent effectivement la situation ne s'améliore pas là pour le moment parce que du fait d'inflation, ben, ça creuse les écarts. Mais la situation belge n'est pas la pire, on va dire, à ce niveau-là. Ouais. Ouais, alors de toute façon, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il y a une crise, quelle qu'elle soit, sanitaire, économique, globalement, c'est pas un cadeau pour les gens qui sont déjà un peu moins aidés par le sort, on va dire ça comme ça. Donc ça a tendance à plutôt creuser les différences. C'est en France, juste pour info, on est à 15,4 de différence salariale. Voilà. En prenant pas en compte les temps partiels. Donc, en fait, ici, là, je vous ai mis ce chiffre de 23 quand on prend en compte les horaires, le temps de travail, on est à 23 de différence. Mmh. Voilà. Par rapport au domaine d'études en Belgique aussi, là où les femmes sont surreprésentées, eh ben, c'est en psychologie et en éducation, c'est absolument pas étonnant. En sciences vétérinaires, et en langue et en lettres. Et là où elles sont sous-représentées, c'est là que ça nous intéresse quand même un peu aujourd'hui. Bon, en théologie, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais en tout cas en sciences de l'ingénieur et en technologie. Mmh. Elles sont 25 voilà, et 10 en tout cas, c'est sur une publication de 2018, donc je pense que ça date d'il y a peut-être 5 ans. Bon, Jeanne, il y a quelques petits frises à l'occasion. Je sais pas si tu. Ok, est-ce que c'est très gênant?
changer d'endroit, ça marchera peut-être mieux. Écoute, pour le moment, ça va, tu n'es pas tout à fait coupé, mais il y a quelques petites interruptions, je te le dis. Eh ben, tu me diras et sinon, Ouais, je changerai d'endroit pour capter d'accord. mieux. Très bien. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, c'est pas tout de regarder des chiffres. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi ces chiffres-là. C'est là qu'on va parler des biais liés au genre. Alors, tout simplement, les biais liés au genre, c'est quoi? Ici, ça va être toutes les différences de traitement, de choix, d'interprétation, sur les comportements d'une personne, par exemple, qui vont être, liées à la catégorie d'appartenance de genre d'une personne. Donc quand on parle de genre, on peut aller de quelque chose du plus légal au moins légal, le plus légal étant, par exemple, les choix sur la façon de s'habiller, de s'adresser à quelqu'un. C'est légal d'avoir des différences de genre, là-dessus. Et le moins légal, ça va être la discrimination, le harcèlement. Ici, voilà, on peut retrouver ces biais à différents niveaux. Ça peut être au niveau des croyances. Donc, ça va être plutôt la manière dont on va percevoir le monde, les croyances qu'on va avoir sur le monde. Dedans, il y a les stéréotypes. Ça peut être au niveau de l'identité, donc la manière dont on se sent appartenir au monde, le concept de soi qu'on peut avoir. Ça peut être au niveau des comportements, donc les choix qu'on va faire, les sélections, les actes, et vous verrez que je mets les discriminations dans les comportements. Et ça va être aussi dans les structures, donc le contexte dans lequel on évolue, les lois qui régissent notre monde social et professionnel. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement s'intéresser à chacun de ces niveaux-là pour essayer de voir comment les biais liés au genre interviennent et quelles conséquences ils ont dans chacun de ces niveaux. Alors, si on s'intéresse aux stéréotypes en premier lieu, on est dans l'idée des croyances. Juste pour contextualiser un petit peu, les stéréotypes, c'est tout simplement des images figées qui vont concerner les hommes et les femmes dans le cadre des stéréotypes de genre. Les stéréotypes, de manière plus générale, c'est des représentations qui vont s'appliquer à un individu ou à plusieurs individus en tant que membre d'un groupe social. Alors, un groupe social en psychologie sociale et ailleurs, ça va être tout simplement un ensemble d'individus, un ensemble de personnes qu'on va rassembler sur la base d'une caractéristique commune, qu'on va assimiler les unes aux autres et à qui on va attribuer, par exemple, des caractéristiques physiques, des attitudes, des centres d'intérêt, des traits de personnalité, etc. Donc, quand on pense stéréotype de genre, c'est qu'on a tendance à raisonner en termes de groupes sociaux, le groupe homme et le groupe femme. Sachant que quand on raisonne en termes de groupes sociaux, on a aussi tendance à homogénéiser ces groupes, c'est-à-dire qu'on va avoir l'impression que les individus, les membres d'un même groupe, vont être assez similaires les uns aux autres. En fait, si on va rencontrer individuellement chacune de ces personnes, on va se rendre compte qu'ils sont extrêmement différents, ils ont des histoires différentes, etc. Mais quand on raisonne en termes de groupe, on va avoir tendance à forcer un petit peu les similitudes à l'intérieur du groupe. Voilà. Il va y avoir une sorte de processus d'homogénéisation du groupe. Eh bien, c'est exactement le même raisonnement, c'est exactement ce raisonnement-là qu'on peut avoir concernant les hommes et les femmes, donc le groupe des hommes et le groupe des femmes, ou catégorie de genre homme et catégorie de genre femme, en fonction du vocable qu'on a envie d'utiliser. Et du coup, il y a des représentations associées à chacun de ces groupes de genre. Alors là, avant de vous en parler, je ne sais pas, Laurence, Eva, si vous avez des idées, selon vous, c'est quoi le stéréotype masculin, le stéréotype féminin? On va s'attendre à la représentation de l'homme fort, protecteur, technique, j'imagine. Et à contrario, je dirais Ouais. la femme plutôt douce, qui aide, qui s'occupe des enfants, voilà. Qui a un amour inconditionnel pour les enfants et qui veut absolument en avoir et s'en occuper. C'est ça? Mm. Ouais. Ouais, c'est globalement ça. Alors, je précise, hein, on est sur des stéréotypes, on n'est absolument pas sur un degré de réalité ou quoi. Mais là, quand on prend la croyance pure et dure, je dis pas que tout le monde y croit à 100%, mais si on raisonne en termes de stéréotypes, on va être effectivement sur des patterns, sur ce genre de patterns. Alors, il y a plusieurs mots qui ont été utilisés, qui peuvent être utilisés. Ici, j'ai choisi ceux qui étaient utilisés dans la littérature scientifique en psychologie sociale sur le côté agentique. On va dire que l'homme a un stéréotype agentique et la femme a un stéréotype communal. Donc,
je le francise, je dis agentique et communal, mais c'est des termes anglais. Voilà, j'ai pas traduit, j'ai pas fait une traduction en bonne et due forme. Mais en gros, pour le stéréotype masculin, on va avoir tout ce qui sont les traits relatifs à la compétence, donc avec la technicité, etc. Avec des capacités d'analyse, capacité à prendre des décisions aussi, à acter des choses. Et tout ce qui va être de l'ordre du statut, enfin, le terme, ça va être dominance, en tout cas dans les études consacrées, avec par exemple des caractéristiques comme de l'ambition, une recherche de pouvoir aussi, un certain égoïsme, parce que ça fait aussi partie du stéréotype masculin. Bon, encore une fois, ce sont des stéréotypes, 100% de stéréotypes. Et le stéréotype féminin, on va être plus sur quelque chose qui va être axé capacité relationnelle, orientation sociale, donc avec des préoccupations pour les autres, un sens une certaine sympathie après tout, un sens de la convivialité, un certain altruisme, et tout ce qui est de l'ordre aussi de la moralité. Pareil, c'est moralité, enfin voilà, je ne sais pas si la traduction en française elle a autant de sens, mais en tout cas on va parler moralité dans le sens où il va y avoir un sens moral, des valeurs d'altruisme par exemple. Voilà. Et sachant qu'au niveau des émotions enfin, négatives associées, ça va être par exemple des difficultés à gérer, à contrôler ses émotions et une certaine vulnérabilité. Bon, des fois, on va parler de la candeur aussi. Voilà. En gros, tout ce qui est centré sur la compétence et le statut chez l'homme, et tout ce qui est centré sur la moralité et l'orientation sociale vers les femmes, pour les femmes. Alors, au niveau des termes, il y a aussi, il me semble que dans la littérature francophone, on a utilité sociale et utilité professionnelle. Enfin, voilà. C'est à quoi ça va servir, en fait. À quoi va nous servir un homme et à quoi va nous servir une femme. Si je parle comme ça. Alors, quelques précisions importantes ici. Le contenu des stéréotypes peut complètement être positif. On n'est pas du tout en train de dire que... alors, je ne dis pas que c'est bien non plus, hein, mais en tout cas, on n'est pas sur des stéréotypes forcément négatifs. Par exemple, il y a le Women are Wonderful Effect, parce qu'en fait, le stéréotype de la femme, il est quand même plus agréable que le stéréotype de l'homme. Dans le ton, hein, après, voilà. Dans les faits, je ne sais pas, mais dans le ton, ça va avoir plus de caractéristiques qui vont avoir une valence positive. Le contenu, autre chose qui est assez parlant, c'est que le stéréotype ou les stéréotypes vont avoir des éléments qui vont être purement descriptifs. Par exemple, ça va nous dire ce qu'est une femme, statistiquement parlant. En tout cas, ça va nous donner une croyance sur ce qu'est une femme statistiquement. Mais il y a aussi des éléments qui sont prescriptifs, dans le sens où il y a des préconisations, ce que doit être une femme et ce que doit être un homme, comment doit se comporter l'homme, comment doit se comporter la femme. Et en négatif de ça, il y a le versant proscriptif, pareil, traduction approximative, hein, mais qu'est-ce que ne doit pas être la femme et que ne doit pas être l'homme. Exemple concret, eh bien, un homme ne doit pas forcément perdre totalement le contrôle de ses émotions quand il est face à la première difficulté. Il ne doit pas forcément être totalement influençable et ne pas du tout être sûr de lui. Ça fait partie de l'aspect proscriptif du stéréotype masculin. Donc ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure avec qu'est-ce qui se passe justement quand on ne correspond pas à notre stéréotype de genre. Voilà, ici, il y a stéréotypisation, auto-stéréotypisation. L'idée, c'est tout simplement qu'on a un stéréotype envers les hommes, les femmes ou les autres. Enfin, on a ou on n'a pas, à plus ou moins fort degré, mais on peut aussi s'auto-stéréotyper. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des femmes dire « Ah bah vous savez, moi, en tant que femme, j'adore, j'ai tel centre d'intérêt, ou j'aime bien ça, ou je réagis plutôt comme ça », ou un homme dire bah, « Moi, c'est en tant qu'homme. » Bon, la personne s'auto-stéréotypise. Voilà. Donc, c'est pas uniquement vers les autres, c'est ça que je veux dire. Pareil, chose importante, même si vous vous en doutez, il n'est absolument pas question de dire que uniquement les hommes ont un stéréotype à l'égard des femmes et l'inverse, on a des stéréotypes sur son propre groupe, les femmes ont des stéréotypes sur les femmes, etc. etc. C'est clair. Voilà.
pas du tout de groupe qui s'en sort mieux que l'autre à ce moment-là. Alors, si je fais le lien avec ce qui nous occupe aujourd'hui, tout simplement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des stéréotypes. Si on prend la liste des caractéristiques associées à un stéréotype, on va voir que ça va être concordant ou non avec certaines occupations professionnelles, certains métiers. Par exemple, c'est exactement le cas dans tous les secteurs du leadership, où le stéréotype du leader va correspondre en de nombreux points au stéréotype masculin. C'est le cas dans l'entrepreneuriat aussi, où c'est assez fortement associé au stéréotype masculin, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a des notions ou des caractéristiques telles que la capacité de prendre des risques, de prendre des décisions, de les assumer, éventuellement d'être compétitif, de défendre quelque chose, de garder la tête froide en cas de difficulté, etc. Ça va être des choses qui appartiennent plus au stéréotype masculin. Alors, au niveau du fonctionnement des stéréotypes en tant que tels, il y a quand même plusieurs éléments qu'on sait voilà, dans la recherche qui porte sur cette thématique. Déjà, ils préexistent. Alors, l'information qui est ici, c'est tout simplement qu'une personne qui naît en France, en Belgique, en Europe, elle ne va pas se créer de A à Z de sa propre représentation de ce qu'est une femme, de ce qu'est un homme. Elle va se glisser dans un stéréotype qui existe déjà. Le stéréotype, il est de l'ordre du donné. Il préexiste à l'individu y adhère plus ou moins, mais en tout cas, le stéréotype existe indépendamment de l'individu. Voilà. Il existe et il est aussi assez véhiculé hein, dans les médias, dans les jeux pour enfants. Ça, c'est absolument flagrant quand on va dans un rayon jeux pour enfants dans une grande surface lambda. Bon, il y a juste à regarder pour voir un petit peu quel est le stéréotype de l'homme et quel est le stéréotype de la femme. Dans les fictions, dans le paysage social, professionnel, qu'est-ce qu'on voit quand on allume sa télé, quand on allume sa radio, quand on va au supermarché, etc. Voilà, il y a des indices de ces stéréotypes-là. Ils préexistent. Voilà l'idée. Ensuite, deuxième caractéristique, les stéréotypes, ils sont automatiques, c'est-à-dire que quand on cherche à raisonner, on ne va pas forcément se dire je vais aller consciemment chercher ce qu'est la représentation d'une femme pour essayer de comprendre une situation, par exemple. On ne va pas aller chercher volontairement cette information, elle va surgir, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, ça va se faire de manière automatique. Automatique. Et donc, de manière assez rapide. Si certains s'intéressent au biais cognitif, c'est un peu l'idée de dire que c'est une sorte de fonctionnement routinier, en fait. Voilà. Parce que du coup, ça nous permet aussi d'être un peu plus rapide, peut-être dans notre évaluation des situations. Autre aspect, ils nous permettent de sélectionner les informations. Alors, ça, c'est par exemple quand on cherche à évaluer, je ne sais pas, une situation sociale, comprendre le comportement de quelqu'un, interpréter quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, eh bien, on va pouvoir utiliser le stéréotype. Le stéréotype va nous faire sélectionner les informations qui vont concorder avec le stéréotype. En fait, on va avoir tendance à se souvenir plus et à donner plus d'importance aux éléments, par exemple dans le comportement de quelqu'un d'autre, qui va être concordant avec ce stéréotype-là. Tout simplement parce que, par exemple, quand on interagit avec quelqu'un, il y a énormément d'informations qui circulent. On doit lire beaucoup de choses, d'informations, même non verbales, etc. Il y a énormément d'informations à traiter. Eh ben, on va avoir la tendance à sélectionner ce qui correspond à ce qu'on pense déjà en amont. Voilà. Tout ça va nous mener sur des biais d'interprétation. Ça, donc le shifting standard, ça vient de Bierna en 95, mais bon, voilà, ça a été assez recherche. Ensuite, on va avoir tendance à utiliser des grilles d'évaluation ou des standards d'évaluation différents en fonction de la personne qu'on évalue, par exemple, ou de la personne pour laquelle on est en train de développer une interprétation. C'est-à-dire que concrètement, un même comportement effectué ou réalisé par un homme et par une femme ne vont pas forcément être interprétés de la même manière.
et ce avec une infinité de nuances, hein. Ça ne va pas être foncièrement radicalement différent, mais peut-être y avoir des petites différences en termes d'appréciation du comportement, d'interprétation, de sa compréhension, etc. L'effet de compensation, je l'ai mis ici entre guillemets, c'est vrai que ça s'appelle l'effet de compensation. C'est assez intéressant. L'idée, c'est de dire que le stéréotype agentique et vont être un peu mutuellement exclusifs, dans le sens où, par exemple, si on est très agentique, enfin, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, compétence et dominance, on va avoir tendance à être perçu par les autres et même à s'auto-percevoir comme un peu moins chaleureux ou communal ou social. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un d'extrêmement dominant et compétent, on va lui trouver moins de qualité sociale. Et l'inverse est vrai aussi. Quelqu'un qu'on va trouver très bon en termes relationnels, on va avoir tendance à le sous-évaluer en termes de compétences. Ceci n'est pas vrai tout le temps. C'est surtout vrai quand on raisonne sur un mode groupal, quand on va juger un individu isolément, on va peut-être pas forcément avoir ce même raisonnement-là, mais en tout cas en termes de groupe, il y a un effet de compensation qui se joue ici. Autre chose importante, c'est que les stéréotypes, on va avoir tendance à les justifier, c'est-à-dire que si quelqu'un nous fait remarquer qu'on a un stéréotype, on va plutôt avoir tendance à dire non, pas spécialement, ah, ok, ça sonne comme un stéréotype, mais en fait, dans ce cas-là, c'en est pas un, etc., etc. Ça, c'est un petit peu notre premier réflexe. Dernière chose, ils sont dépendants du contexte, dans le sens où, en fait, on va plutôt utiliser les stéréotypes dans les contextes où on doit juger rapidement, où on a peu d'informations, où une situation est ambiguë, difficilement compréhensible, par exemple. Et bien là, le stéréotype va être utilisé comme une espèce de grille de compréhension qui va nous aider à traiter l'information assez rapidement. Voilà sur les stéréotypes. Au niveau de la violation du stéréotype, alors le mot est un peu fort, mais c'est le mot consacré. C'est qu'est-ce qui se passe quand une personne ne correspond pas à son stéréotype de genre, voire se comporte d'une manière contraire au stéréotype de genre. Typiquement, une femme qui va être, je sais pas, chef d'une grande entreprise très compétitive, une femme qui va être très autoritaire, qui va avoir un langage grossier, par exemple, si ça ne correspond pas au stéréotype de genre, ou un homme qui va, je sais pas, douter complètement de lui, perdre ses moyens, ne pas du tout réussir à faire entendre un point de vue, par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il peut se passer deux choses. Il peut se passer même les deux à la fois. Cette personne peut être valorisée, dans le sens où on peut se dire waouh, c'est quelqu'un qui est assez original, déjà en tant que personne, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui peut s'extraire de sa condition. C'est quelqu'un qui est d'autant plus compétent ou d'autant plus altruiste ou d'autant plus que les autres de son même groupe. Mais il peut y aussi avoir une dévalorisation de cette personne-là, et ça, c'est ce qu'on va appeler l'effet backlash, c'est la pénalisation sociale ou économique de la personne. Typiquement, il y a énormément de recherches qui montrent que les femmes leaders qui ont un comportement, par exemple, autoritaire ou qui vont pas forcément tenir compte des besoins ou des avis des autres, vont être encore plus mal évaluées que des hommes leaders qui vont faire exactement la même chose, tout simplement parce qu'elles sont en situation de violation du stéréotype, alors que l'homme, même si son comportement n'est pas valorisé forcément, au moins il n'est pas en violation du stéréotype. Voilà, ça c'est l'effet backlash qui est quand même assez documenté. Alors je vous rassure, enfin, je ne sais pas si ça rassure qui que ce soit, mais il y a aussi un effet backlash chez les hommes, quand ils ne sont pas assez masculins ou pas assez ceci ou cela. Voilà, pour les stéréotypes. Maintenant, les biais liés au genre. Laurence, tu veux dire? Non, c'est super intéressant. Voilà, je te suis. Ok, parfait. Au niveau de l'identité, donc l'identité, ça va être très largement la conception qu'on va avoir de soi-même, le sentiment de soi, le sentiment qu'on va avoir de soi-même. Ce qu'on dit beaucoup en psychologie sociale, et pas que, en sociologie également, je pense, même si ce n'est pas forcément le même vocabulaire qui est utilisé, c'est qu'on a une identité qui va être individuelle, même s'il y a des débats sur est-ce qu'on a vraiment une identité individuelle, etc. Bon, je vous passe ce genre de débat.
mais on va avoir une identité sociale dans le sens où il y a au moins une partie de notre identité qui va être socialement définie. C'est-à-dire que tout simplement, pour s'interpréter nous-mêmes, pour se comprendre nous-mêmes, pour essayer de se jauger soi-même en termes d'identité, on va utiliser le monde social, donc même en termes de représentation de groupe, etc., comme une sorte de miroir. On va se dire, par exemple, que me dit le social sur le fait d'être une femme, sur le fait d'être une Française, une Belge, une prof, une personne de droite, une personne de gauche, etc. Que me dit le social sur ça? Et à partir de là, comment je peux me réinterpréter moi-même sur cette base-là? On a une partie de l'identité qui va être comme ça socialement, qui va passer par une espèce de filtre comme ça de social. Après, on va y adhérer 100% ou pas, ou à 2%, voilà, chacun gère par rapport à ça, mais en tout cas, il y a une part sociale de l'identité qui est liée donc à nos groupes d'appartenance. Éventuellement aussi, même très spécifiquement, à notre profession. Et ce qui est important ici, c'est qu'on va avoir tendance à rechercher une identité qui va être cohérente, dans le sens où on va essayer de faire en sorte que l'identité professionnelle, l'identité sociale, l'identité d'âge, l'identité géographique, par exemple, j'habite en Bretagne versus j'habite en Flandre, voilà, ça va pouvoir être cohérent, on va chercher cette cohérence-là. On va quand même aussi chercher quelque chose de positif, tout simplement parce que l'estime de soi sociale d'ailleurs, et s'il existe l'estime de soi sociale, en découle. Donc c'est important de pouvoir se dire qu'on a une identité qui est quand même au moins à minima valorisée socialement. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est pour ça qu'il y a historiquement, on a vu des groupes sociaux qui étaient dévalorisés, comme les personnes LGBTQIA+, qui ont fait des mouvements, par exemple la Gay Pride. L'idée, c'est de revaloriser une identité qui est mise à mal. L'idée de dire, non, en fait, je suis fière de mon identité. Voilà. On va pouvoir revaloriser cet aspect social de l'identité personnelle. Et des rôles sont associés à chacune de ces identités. Et c'est là que ça va nous être intéressant parce que tout simplement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand les identités sont en contradiction les unes avec les autres? Et c'est là qu'en fait, on revient sur le milieu du digital ou le milieu de l'entrepreneuriat. C'est que, par exemple, l'identité de genre féminine, elle ne va pas forcément être en cohérence avec l'identité professionnelle des développeurs ou des techniciens ou des personnes qui travaillent dans les ICT, etc. Alors, est-ce que ça va être une contradiction flagrante, impossible à gérer? Non. Est-ce que ça va être le même degré de contradiction pour chaque personne? Non plus. Il peut y avoir des cas où il y a un conflit interne entre les identités, et il peut y avoir des cas où il n'y a pas forcément de conflit, où les personnes vont trouver une cohérence tout de suite et ne vont pas forcément se poser la question de la contradiction entre les identités. Mais dans le cas où il y a un conflit entre ces identités-là, par exemple, une femme qui aurait certains comportements, certains rôles à tenir parce qu'il y a une attente sociale dans sa vie professionnelle toute la journée, quand elle rentre le soir chez elle et que tout d'un coup, il y a d'autres attentes qui ne correspondent absolument pas, ça peut être en fait un peu coûteux de jongler comme ça, de devoir trouver quelque chose de cohérent dans tout ça, alors que voilà, c'est comme une sorte de négociation qu'il faut faire un petit peu à chaque instant. Ça peut être un peu coûteux en fait en termes d'énergie, c'est le mot. Et en termes de conflits perçus, voilà, je vous ai juste cité ici des théories qui ont quand même fait un petit peu, qui ont donné lieu à pas mal de travaux. La théorie de la congruence des rôles et du manque de compatibilité, c'est les cas où, par exemple, les stéréotypes et les identités et les rôles de genre féminins ne correspondent pas au rôle professionnel de leader, d'entrepreneur, et même en termes de secteur. Hein, donc là, pour le coup, dans le digital, c'est vraiment face à ce genre de conflits perçus, de contradictions perçues face à quoi on va être. Alors, je continue sur les comportements. C'est un petit peu le troisième niveau dans lequel on va pouvoir avoir des biais liés au genre. J'ai mis comportement dans le sens la matérialisation en acte, en fait, et en choix de tout ce qui est de l'ordre de la croyance, donc les stéréotypes, et de tout ce qui est de l'ordre de l'identité.
concrètement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des multiples sélections tout au long du parcours. Au long du parcours scolaire, hein, on voit que les différences de choix chez les enfants entre les filles et les garçons apparaissent assez tôt. Et on voit aussi que ce ne sont pas des différences de choix innées en raison d'une nature ou quoi, mais ça va dépendre de la manière dont on va leur présenter certaines tâches, etc. Donc voilà, il y a des choix qui sont faits au niveau des parcours scolaires et des études supérieures. Au niveau des centres d'intérêt, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, voilà, ça va même jusqu'à des différences. Quelque chose qui me marque toujours, c'est les différences dans les instruments de musique. Quand on regarde quels instruments de musique font les enfants, bah, ils font pas les mêmes. Enfin, les filles et les garçons font pas les mêmes. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, j'imagine que du coup, il doit y avoir des stéréotypes associés, mais bon. C'est le cas dans les jeux vidéo, dans le type de jeu aussi, etc., etc. Et il va y avoir des sélections en termes d'environnement de travail, etc. Donc, l'idée, c'est que on est un petit peu constamment en train de faire des mini-choix qui vont nous pousser vers l'un ou l'autre côté. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des ségrégations horizontales hyper statiques. Au niveau de l'effet de désengagement, c'est tout simplement une sorte de mécanisme de découragement. C'est l'idée que quand on évolue dans un secteur qui ne correspond pas à voire qui entre en contradiction avec notre identité de genre, eh bien, c'est tellement coûteux à la longue de devoir, par exemple, toujours justifier sa présence, de devoir jongler entre différentes identités, que c'est une forte dépense d'énergie. Il y a besoin de beaucoup de s'adapter, de beaucoup négocier aussi sa place. Et ben, petit à petit, on peut observer un effet de désengagement, c'est-à-dire qu'on va tout simplement quitter ce genre de secteur ou se dissocier de ce qui va entrer en contradiction avec l'identité. Un exemple assez concret ici, c'est tout simplement une étude de 2016 qui montre que, par exemple, les femmes qui ont un sentiment d'illégitimité dans certains rôles professionnels vont avoir tendance à centrer leur énergie sur le fait d'éviter de faire des erreurs. Ou peut-être elles sont illégitimes, enfin, en tout cas, elles ont peur de confirmer qu'elles sont illégitimes. Et elles vont concentrer leur énergie sur le fait de se maintenir aussi à la même place. Et donc, elles ne vont pas concentrer leur énergie sur le fait de, par exemple, rechercher plus d'opportunités, d'être plus créative, d'être plus innovante, etc. Donc, l'idée, c'est où est-ce qu'on concentre notre énergie. Au bout d'un moment, eh ben, c'est coûteux et on peut se désengager de certains secteurs qui sont quand même fatigants par rapport à ça. Enfin, coûteux, énergivores, on va dire ça comme ça. Voilà, au niveau des comportements, c'est pareil. On voit qu'il y a des styles des comportements individuels, par exemple le style de leadership qui va être différent. On va choisir de manager d'une certaine manière, enfin choisir de manière plus ou moins consciente, hein. Et les comportements des collaborateurs vont être aussi impactés. Je ne rentre pas tant dans les détails parce que je pense que je vais essayer d'avancer un peu. Et si vous avez des questions, vous notez diapo 15 et puis je reviendrai dessus. Mais je fais un en tant que telle. Alors finalement, la discrimination, ce qui est assez marrant, même si ça n'est pas forcément marrant en tant que tel, c'est que c'est un infime aspect des biais liés au genre. La discrimination, c'est tout simplement une différence de traitement de deux personnes ou deux groupes de personnes dans une situation similaire sur la base d'un critère non pertinent. Alors, on a des listes de critères, le sexe, le genre en font partie. Ça dépend des juridictions des pays, etc. Mais finalement, c'est assez rare déjà, qu'on puisse le prouver, parce qu'il faut prouver qu'une même personne a une situation similaire et qu'elle n'a pas eu le même traitement, etc. Mais ce qui se passe aussi, c'est que finalement, on trouve toujours, enfin, je devrais peut-être pas dire les choses comme ça, mais si on veut discriminer une personne, on trouvera toujours une manière de le faire, une manière de discriminer qui sera pénalement acceptable ou socialement acceptable, et le résultat sera le même. Voilà. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure si ça vous intéresse. Mais je vais juste vous parler de l'aspect plus structurel des biais liés au genre, parce que ça, c'est quand même assez intéressant. L'idée, c'est de se demander ce qui, dans le contexte, donc pas forcément à un niveau individuel, mais à un niveau contextuel, qu'est-ce qui, dans le contexte, est imprégné et donc véhicule
des biais liés au genre. Sachant que le contexte, il est pas en soi, il est créé par des humains. Donc, voilà, donc en fait, quand on crée un contexte, on va l'imprégner un peu de nos biais. Au niveau du contexte, il y a tout ce qui concerne l'organisation du travail, qui contient des biais liés au genre, dans le sens où, par exemple, on sait très bien, et j'ai vérifié, c'est le cas aussi en Belgique, que les charges familiales liées aux enfants, liées aux tâches domestiques, sont plus portées, assumées par les femmes en termes de temps consacré par semaine, par exemple. On sait que, par exemple, en cas de séparation, le membre féminin du couple va plus avoir la charge des enfants. Après, pour le coup, je crois que c'est aussi un problème dans le sens où il y a des hommes qui n'arrivent pas à obtenir leur garde. Mais en l'occurrence, elles ont plus de charges familiales. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand l'organisation du travail nécessite énormément de déplacements, potentiellement sur des temps longs, etc., ou qu'il y a des projets ou des moments de réseautage qui sont montés en dehors des horaires de travail, alors que, par exemple, je dois finir ma journée absolument à 17h parce que je dois aller chercher mon enfant à la crèche, donc je ne peux pas participer à ces événements-là, etc., etc. Voilà, dans la structure, on favorise ou non l'un ou l'autre genre, et c'est pour ça que cette structure-là, elle va véhiculer ou en tout cas donner plus de facilité aux biais liés au genre de s'exprimer ici. Au niveau des environnements de travail, encore, il y a tout ce qui concerne la culture d'entreprise et les idéologies d'entreprise. Donc, juste un point de définition, c'est l'ensemble de tout ce qui va être les normes tacites, les croyances, les attitudes à l'intérieur d'une entreprise ou d'un secteur professionnel, qu'on va accepter un petit peu par défaut comme guide de pensée, guide de comportement, et qu'on ne va pas forcément ni expliciter, mais ni réinterroger non plus. Les cultures peuvent correspondre, là encore, à un stéréotype masculin ou à un stéréotype féminin ou à aucun stéréotype, mais en tout cas, ça peut être plus en phase avec un stéréotype féminin ou masculin. Voilà. Oui, Ici, alors là-dessus, j'ai un exemple, enfin, si ça rentre ouais, bien sûr. là-dedans, c'est voilà, des startups très gaming où enfin, j'en avais visité une où tu as des salles de réunion, genre Star Wars ou Mario Bros, enfin, où effectivement on peut se dire que voilà, ça a été conceptualisé, designé et probablement attire plutôt des hommes que les femmes. Enfin, voilà, en tout cas, je veux dire, ça fait partie de l'environnement, clairement, dans les entreprises où il y a cette connotation peut-être très forte. Ouais, c'est ça. Ça va être le cas, par exemple, effectivement, comme tu dis, dans l'aspect purement matériel, décor, architecture, etc. Ça va être le cas aussi dans ce qui va être valorisé comme type de comportement. Enfin, par exemple, je pense à des entreprises où on va récompenser ou féliciter la personne qui a remporté le plus gros chiffre d'affaires ou le nombre de clients, etc. Eh ben, ça va être des entreprises où l'ambiance va être... je dis pas que c'est bien ou mal en soi, mais en tout cas, il va y avoir un côté compétitif Oui, entre les différentes personnes. Eh ben, on sait que le côté compétitif, il concorde avec le stéréotype masculin. Ce qui ne veut oui, pas dire que les femmes s'épanouissent. En tout cas, il concorde avec le stéréotype masculin. oui, Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, en fait, on a des cultures organisationnelles qui vont être, qui peuvent être genrées. Enfin, en tout cas, à oui, correspondre à un stéréotype de genre. oui. Ouais, mais c'est exactement ça. Et on le voit effectivement dans même l'aménagement des locaux. Enfin, je sais pas, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais je pense avoir vu des témoignages aussi où il n'y a pas forcément de vestiaire disponible, donc ça, c'est pas forcément dans le milieu du digital, mais dans le milieu de la construction, ou tout simplement, je sais pas, La pas de- mécanique auto, du coup, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais on a eu des témoignages, on a déjà entendu des témoignages où l'environnement de travail, par exemple, d'un garage n'est pas du tout adapté à la présence d'une femme c'est ça. par rapport à l'aspect voilà, sanitaire, vestiaire, mais aussi en termes de déco. euh, Ouais, Avec voilà, forcément des calendriers, par exemple, ne représentant que des femmes en petite tenue pour aller très, très vite, hein, et par contre, on n'accepterait absolument pas l'inverse. Voilà. ouais, ok. Mhm.
Ok, ok. Donc, tu nous parleras peut-être plus précisément de ça alors. Du coup, non, mais je vais pas en parler plus précisément, mais ça fait tout ce que tu dis là, en fait, Parfait. ça fait écho au euh, témoignage entendu lors du TEDx, justement, qui a eu lieu à Bruxelles il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était mi-février, donc il y a à peu près un mois. On a eu la chance, du coup, d'écouter le témoignage d'une jeune femme qui est la première femme mécanicienne dans un très gros réseau de garages à Bruxelles. Et en fait, elle nous a du coup partagé son parcours qui a clairement été semé d'embûches pour en arriver donc là où elle en était aujourd'hui. Et en fait, elle expliquait que dès le début, donc ça fait un petit peu une conclusion un peu à tout ce que tu dis, mais je vais aller très vite. Mais en fait, Non, mais c'est parfait. elle explique que dès qu'elle a su pendant le collège que c'est ce qu'elle voulait faire en termes de métier, que c'était sa passion, en fait, elle est allée voir son conseiller d'orientation et plutôt que de lui donner les pistes pour s'inscrire dans tel ou tel type d'école. En fait, il lui a demandé pendant 1 heure de justifier le pourquoi elle voulait vraiment faire ça, alors que elle n'avait peut-être pas forcément sa place. Donc, elle a dû vraiment, dès le début, en fait, défendre son rêve et son projet professionnel. Donc, en fait, voilà, elle explique du coup pendant son talk lors de l'événement TEDx qu'elle a été clairement, oui, victime de préjugés, de stéréotypes et de ce biais, en fait, lié au genre dont tu nous parles, puisque, en fait, en tant que femme, il était inconcevable pour ses collègues et l'écosystème dans lequel elle essayait de s'intégrer. C'était impossible qu'elle soit reconnue comme une mécanicienne. Donc, du coup, on lui refusait, par exemple, de porter la salopette, ce qui est un signe distinctif, voilà, qui est la tenue du mécanicien. On lui refusait du coup de porter la salopette, on lui refusait l'accès à l'atelier et on l'a laissé plutôt du coup côté standard pour répondre au téléphone et accueillir du coup aussi le public. Elle nous parle aussi de cet exemple du calendrier à l'effigie voilà, de femmes. Elle a voulu ramener du coup lors de ses stages à long, stage assez long quand même, où elle a eu un peu de temps pour faire un petit peu ses preuves, voilà, amener des calendriers à l'effigie d'hommes, en fait, le, dans le même état d'esprit que ce qu'elle voyait dans les ateliers depuis des années. Et en fait, il disparaissait ou il était déchiré, etc. Donc voilà, c'est l'histoire de Leïla Charpentier, du coup, qui était une des talkeuses au TEDx dernier à Bruxelles, qui nous a vraiment voilà, livré un discours très inspirant ouais, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais qui en fait, elle a montré elle avait cassé les codes, même si elle n'était pas dans le milieu du digital. Voilà, mais en tout cas, ça fait vraiment écho à tout ce que tu nous Ouais, racontes, Jeanne. Ouais. ouais, Ouais. merci. Non, mais c'est vrai que ce témoignage, en fait, j'imagine qu'il sera en vidéo peut-être aussi Et dans j'espère, quelques pour mois l'instant, peut-être. il n'y a que les photographies, mais Mm. ça a été filmé, donc logiquement, il pourrait être revu. Ouais. Mm. Parce que je trouve qu'il montre vraiment bien, en fait, le mot est pas de moi, mais je sais plus de qui il est, mais une sorte de négociation de tous les instants, que ce Complètement. soit au collège, que ce soit dans les choix. Mm. Il faut toujours venir négocier, justifier, expliquer, Mm. lutter, trouver des chemins. Et ça fait écho aussi à la dépense d'énergie Ouais, qui n'est même pas pour le fond de monter en compétences, oui, de trouver sa place, c'est de devoir toujours être en négociation, en argumentation, etc., quoi. Donc oui, aussi en termes d'énergie dépensée, et elle en parle aussi un petit peu, qu'elle a besoin d'aller se ressourcer du coup dans des environnements qui sont beaucoup plus apaisants et notamment dans des groupes de femmes, par exemple, où il n'y a que des femmes. mm, Mm. Voilà, où c'est du coup beaucoup moins pas demandeur justifié. d'énergie, voilà, parce qu'il n'y a pas même si de temps en temps, vu qu'elle est la seule mécanicienne dans ses groupes d'amis, même si de temps en temps, elle doit aussi quelque part
justifier le pourquoi elle a voulu faire ça, même auprès de femmes. Du coup, ça fait écho aussi à ce que tu nous disais sur on a aussi des stéréotypes au sein même, du même groupe social, quoi. Ouais. Ouais, complètement. Je donne juste un exemple qui me vient aussi, parce que je sais pas, ça m'a fait penser à ça, ce que tu as dit, mais dans le cadre d'un précédent projet, j'avais rencontré une femme gendarme. Et les gendarmes, c'est pas comme les policiers, dans le sens où quand ils sont à l'accueil, chaque personne qui vient, la personne qui est à l'accueil, le gendarme ou la gendarme qui est à l'accueil, va prendre le dossier et va gérer la situation. Eh bien, elle me disait combien de fois les personnes arrivaient pour des choses graves et lui disaient est-ce que je peux voir un de vos collègues, s'il vous plaît? Parce qu'elle était d'office perçue comme quasiment l'hôtesse d'accueil, en fait, presque. Voilà. Et du coup, comme c'était un sujet grave, il fallait voir un collègue masculin. Donc, combien de fois par semaine elle devait expliquer son rôle et sa présence? Voilà. Est-ce qu'au bout de 20 ans, on n'en a pas un petit peu marre? Du coup, peut-être effet de désengagement, etc. Mais peut-être pas. Et du coup, d'où l'intérêt du témoignage de Leïla Charpentier aussi, qui n'a absolument pas laissé tomber quoi que ce soit là-dedans. Voilà, donc on a un peu divagué, mais avec grand plaisir, parce que pour le coup, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'exemple. Au niveau de tout ce qui va impacter aussi les différences, les différences de carrière, ça va être tout ce qui est circonstances personnelles. Par exemple, quand on a un congé maternité, on peut avoir une petite rupture de carrière. Potentiellement, on va ralentir un peu ses projets avant le congé, on va les reprendre lentement après. On a vite fait de passer plusieurs mois à être peut-être moins efficient dans son activité ou être perçu comme moins efficient ou efficient d'une autre manière. Tout ça fait qu'il faut négocier aussi ça. Donc ça, c'est dans le cas où il y a des enfants. Mais bon, c'est des choses qui, quand on regarde les statistiques, souvent le fait d'avoir des enfants ou pas, ça va quand même avoir un impact sur la carrière des femmes. Tout ce qui concerne le capital économique, ça va être aussi que, alors là, c'est vrai dans le digital et dans les ICT, les femmes ont moins d'accès à des financements. Voilà, ce qui n'aide absolument pas pour lancer une start-up, par exemple, ou ce qui n'aide pas à lancer une entreprise avec une envergure qui sera d'emblée assez large, avec une communication qui sera efficiente, etc. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de différences de genre sur l'accès au financement. Et ça va être un problème parce que ça va être quand même un des points de départ quand même les plus importants, notamment quand on crée son business ou quelque chose comme ça. Au niveau du capital social, on sait aussi que alors, c'est pas que les femmes ont moins de réseaux, d'autant plus qu'il y a quand même, je vous en parlerai tout à l'heure dans les initiatives, mais il y a quand même pas mal de collectifs, réseaux, networks, etc., qui proposent justement ce genre de réseau à destination des femmes. Mais quand on regarde de près, on se rend compte que dans pas mal de cas, les réseaux auxquels elles ont accès va être un petit peu moins influent en termes de pouvoir, ou il va être un peu moins étendu, etc. Donc, il ne suffit pas d'avoir accès à un réseau, encore faut-il que ce réseau il soit quand même influent. J'ai le mot powerful qui me vient, mais parce que c'est à force de lire des articles en anglais, je sais plus les mots en français. Voilà, donc ça c'est au niveau du capital social qui va avoir un impact, qui va être imprégné lui aussi de biais liés au genre, et ça va avoir un impact professionnel, tout ça nous permettant de comprendre un peu les chiffres qu'on avait vus plus haut. Alors, par rapport aux biais, juste voilà, une précision importante, là, je vous les ai présentés de manière différenciée les uns des autres, comme s'il y avait quatre catégories de biais indépendantes, etc. En fait, c'est pas vrai. En fait, souvent, on est dans des mélanges de biais, stéréotypes qui influent sur des comportements, qui influent en retour sur des stéréotypes, qui influent sur des attitudes, qui influent sur, je sais pas, un capital social, etc., etc. Tout ça s'enchevêtre et c'est un peu difficile de voir où est le début et où est la fin. Et d'ailleurs, il n'y a probablement ni début ni fin. Enfin, fin, on espère, mais en tout cas, le début, on a du mal à le trouver.
Il y a une étude qui a très précisément porté sur les femmes enfin, c'était des entretiens avec des femmes qui participaient à un programme pour augmenter leur participation à la technologie. C'est une étude de Liu et Wilson en 2001. Bon, elle a plus de 20 ans, mais en fait, ça se vérifie toujours, hein. Les auteurs demandaient à ces participantes-là qu'est-ce qui freinait leur investissement dans le domaine professionnel de la tech. Et en l'occurrence, les femmes citaient les stéréotypes de genre, les attitudes, leurs responsabilités familiales, les contraintes temporelles et le manque de confiance, sentiment de légitimité, etc. Sachant qu'en fait, ce qu'elles disaient surtout, c'est que les stéréotypes influençaient leur charge familiale, qui elle-même influençait les contraintes liées au temps et à l'investissement, qui elle-même influençait le manque de confiance, qui elle-même influençait les choix professionnels, etc., etc., etc. Voilà, et je pense que dans le témoignage que tu as cité, Eva, tout à l'heure, il y avait un petit peu de tout ça. C'est un exemple aussi pour dire qu'il y a à la fois l'aspect structurel, les vestiaires, les calendriers, il y a les attitudes des enseignants, des formateurs, etc. Et un peu, ça se joue un peu à plein de niveaux à la fois. Maintenant, si je passe à la suite, parce que l'important, c'est que toutes ces choses-là ne sont absolument pas figées. Loin de moi l'envie d'avoir une manière de présenter les choses un peu fataliste pour dire que c'est terrible et qu'on ne s'en sort pas. Tous ces niveaux-là, en fait, eh bien, ça fait autant de niveaux auxquels on peut intervenir et il y a plein de choses qui fonctionnent. Et c'est pour ça que dans cette troisième partie de webinaire, on va tout simplement parler du « et maintenant ». Maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer la participation des femmes dans le digital précisément, mais aussi dans d'autres sphères professionnelles. Alors, tout simplement, je vais vous présenter quelques techniques parce qu'il y a des techniques, des moyens de réduire les biais qui ont été éprouvés, enfin testés, validés dans la littérature scientifique, mais aussi sur le terrain. Il y a pas mal de techniques. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui fonctionnent mieux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut faire mieux. Et ce pourquoi on vous présente ça maintenant, c'est que tout simplement, comme le disait Laurence en introduction de ce webinaire, le webinaire d'aujourd'hui, c'est quand même un point de départ qui s'inscrit dans la phase inspiration d'un projet qui est plus large de Digital for All, où justement, on va y avoir le hackathon qui va permettre aux personnes qui participent d'imaginer et de mettre en place des projets innovants pour améliorer la participation des femmes dans le digital. Donc pour le coup, ce que je vais vous présenter là, ça va être quelques techniques et il faut vraiment le prendre comme une sorte de banque d'idées, des pistes ou des sources d'inspiration, des choses qui peuvent être faites pour réduire les biais. Voilà, donc je vais vous en présenter pas mal. Je vais vous les présenter en différenciant tout ce qui va être centré sur les personnes, donc sur les individus, les humains en tant que tels, et tout ce qui va être centré sur le contexte, les processus, etc. Sachant que dans ce qui est fait en ce moment, souvent on agit beaucoup sur les personnes, dans le sens où on va beaucoup former, faire prendre conscience des biais, etc. C'est pas mal aussi de regarder ce qu'on peut faire en agissant sur le contexte en tant que tel. Bon, voilà, je vais vous parler d'abord de ce qui concerne les personnes. Donc, agir au niveau des personnes. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des humains pour travailler sur les comportements humains. C'est ce que j'appelle agir au niveau des personnes. Vous allez avoir toutes les techniques, c'est des catégories de techniques que je vous présente là, toutes les techniques qui vont consister à prendre conscience ou à faire prendre conscience de quoi? De ces biais, de ces stéréotypes de genre. Donc, par exemple, on va avoir tout ce qui est formation. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal en ce moment, formation biais cognitifs. Par exemple, des indépendants ou des entreprises qui vont intervenir dans des secteurs pro, dans des lycées, etc. et des écoles d'ingé, j'en sais rien, dans des collectivités territoriales, peu importe le contexte, et qui vont proposer des formations pour découvrir ces biais cognitifs. Et donc, ces stéréotypes, comment ça fonctionne, c'est un peu ce dont je vous parlais au début, c'est automatique, etc. etc. Et l'idée, c'est de prendre conscience qu'on les utilise au quotidien.
C'est intéressant, c'est beaucoup basé sur les capacités de métacognition des personnes. Donc, on apprend aux personnes à avoir un recul sur leur propre manière de raisonner. C'est basé aussi sur leur bonne volonté, dans le sens où il y a les personnes qui participent à ce genre de formation sont quand même assez intéressées et ont envie de faire évoluer leurs propres croyances. On n'atteint pas ceux qui n'ont pas envie. Voilà, donc c'est intéressant. Ce genre de formation est très intéressante. Ça permet d'avoir une métacognition sur la manière dont on fonctionne. Ça, le journal de bord du sexisme et des stéréotypes, c'est un outil qui a été utilisé éprouvé dans une étude publiée en 2011 de Becker et Swaim. Tout simplement, les autrices demandaient, ça consiste à faire prendre conscience de l'omniprésence des stéréotypes de genre, du sexisme, dans les différentes sphères de nos vies, que ce soit familiale, amicale, professionnelle, etc. Tout simplement, les autrices demandaient aux participants d'avoir tout le temps sur eux un petit carnet pendant 2 semaines, et à chaque fois qu'ils voyaient quelque chose qui leur semblait stéréotypé ou sexiste, un petit commentaire, je ne sais pas, les gens assis dans le métro, la manière dont on s'adresse à eux, etc., eh ben, ils le notaient, et puis après, ils débriefaient, et puis ça pouvait leur faire prendre conscience que eh ben, finalement, tous les jours, il y a eu... Alors, il y a une étude de Swim qui dit que c'est en moyenne 2 événements de micro-sexisme, enfin, de stéréotypes, par semaine, je crois. Et encore, je pense que c'est assez peu. On parle du sexisme et non pas des stéréotypes, parce que sinon, ça serait plutôt 2 par jour, je pense. Bref. Tout ce qui consiste à faire évoluer les croyances également. Donc là, on va voir un petit peu le deuxième versant des formations sur les biais cognitifs. Donc, essayer de savoir par quoi on va remplacer nos modes de pensée automatiques. Est-ce qu'on va continuer d'utiliser des stéréotypes? Non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Quelque chose qui est très intéressant et très utilisé, c'est de travailler... Alors, le versant laboratoire, donc études de recherche en laboratoire, ça va être les contre-stéréotypes. Le versant appliqué, ça va être les rôles modèles. L'idée, c'est tout simplement de montrer, mettre en avant et valoriser quelqu'un, une personne ou un groupe de personnes qui justement ne correspond pas à un stéréotype. Donc typiquement, la personne dont Eva, tu nous as parlé, eh ben, on pourrait la faire venir dans des écoles primaires, d'ailleurs peut-être qu'elle ne sait rien, et puis parler de son parcours, montrer ce qu'elle fait, et puis du coup, ça permet un petit peu d'ouvrir le champ des possibles, d'avoir des contre-exemples, de remettre de la flexibilité aussi dans des stéréotypes qui parfois peuvent être un peu figés. Ça permet donc de faire évoluer les croyances, de pouvoir s'identifier positivement aussi. Peut-être qu'on peut se dire, ouais, en fait, cette identité professionnelle-là, elle me convient. Bon, je ne sais pas si on se le dit avec ces mots-là, mais en tout cas c'est l'idée. Et par rapport à ça, par rapport au rôle modèle, ça me tient à cœur de vous parler d'une étude parce que je la trouve hyper intéressante. Une étude de Bagès et Hall, elle est citée là dans les références en 2008. C'est par rapport, enfin, les participants sont des filles, des enfants de 10 ans dont on mesure la performance en mathématiques après échange avec un modèle féminin performant. Donc, modèle féminin performant, c'est tout simplement une jeune adulte qui venait témoigner et qui disait qu'elle avait atteint un haut niveau de mathématiques, que maintenant elle était enseignante ou chercheuse en mathématiques, je ne sais plus, enfin, en tout cas, c'était un modèle féminin qui était valorisé. Et attention, dans un cas, elle disait qu'elle avait réussi grâce à un talent inné et à un don qu'elle avait. Et dans l'autre cas, dans l'autre classe, on va dire, avec un autre groupe de jeunes filles, et de jeunes garçons d'ailleurs, il y avait les deux, elle disait qu'elle avait réussi ce parcours en raison d'efforts qu'elle avait fournis. Donc dans un cas, c'était un don, dans un cas, c'était un effort. Alors, je pense que vous devinez les résultats. Quand c'était un don, ça n'avait absolument pas d'effet positif sur la performance en maths des filles, parce qu'après, on leur demandait de faire un exercice de maths. Par contre, quand c'était présenté comme la résultante ou le résultat d'un effort, eh bien, les filles avaient de meilleures performances, dans le sens où elles se sentaient potentiellement plus en confiance dans ce qu'elles étaient en train de faire. Il y a l'idée que c'était possible. Et il y a du coup l'idée du degré de contrôle qu'on a sur notre propre destin ou notre propre compétence.
ce pourquoi elle est intéressante, cette étude-là, c'est que quand on montre, je pense qu'on le fait moins maintenant, hein, Laurence, Eva, vous me confirmez si c'est le cas, mais quand on montre des rôles modèles qui sont exceptionnels, je ne sais pas si ça a un très bon effet. C'est important parce que ça rend visible ce genre de profil, par exemple des femmes qui ont exceptionnellement réussi. Bah, disons que ça existe. On va pas dire que c'est forcément mal, mais en tout cas, n'avoir que ça fait plus de mal que de bien, puisque peu de jeunes filles vont pouvoir s'identifier à ces modèles-là. Et donc, c'est vrai que ça a été pas mal discuté encore à la journée qu'on a vécue, enfin, qui a été organisée par la RTBF, etc. On a parlé de ce genre de choses. Les rôles modèles est quelque chose d'intéressant si ça semble relativement accessible. Donc, il faut que ça reste des jeunes femmes auxquelles les jeunes filles peuvent s'identifier. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, exactement ça. En fait, l'idée, c'est pas forcément de mettre en avant ou de valoriser ces modèles-là, ou de ne pas faire que ça, comme tu dis, hein, je pense que c'est exactement ça, mais de les normaliser, dans le sens où, en fait, Oui. c'est un peu le principe du non-événement. Il y a cet ensemble de femmes qui fait ça, ces personnes-là, ou ces hommes. Mais somme toute, c'est tout à fait normal. Ça serait un petit peu ça la clé. Oui. Alors, autre catégorie d'intervention, là, on est plus dans enfin, je trouve ça un petit peu moins applicable, on est plus dans le laboratoire. Dans les interventions en laboratoire, c'est tout ce qui consiste à décatégoriser, partant du principe qu'on va raisonner en termes de groupes sociaux, groupe des hommes, groupe des femmes, et qu'on va donc inférer des caractéristiques groupales pour évaluer le comportement d'une personne. L'idée, ce serait de faire en sorte que cette personne ne soit pas perçue comme un prototype, enfin, comme un membre représentatif de son groupe, mais comme une sorte d'individualité. Alors, voilà, au niveau des applications terrain, je les trouve un peu plus compliquées, mais ça va être, par exemple, travailler la manière de se présenter, des choses comme ça. Donc, ça va être plutôt dans... Je crois qu'il y a des travaux sur le management des impressions, donc comment on se présente au monde et puis comment on peut faire varier la manière dont on se présente pour susciter une évaluation, enfin, basée sur un stéréotype ou non. Voilà, au niveau de l'application, je le cite là parce que c'est intéressant, il y a des travaux avec le mot-clé individuation, on le trouve, mais voilà. Tout ce qui est création d'une identité commune, même principe, enfin, principe inversé, mais même principe dans le sens où l'idée, c'est plus forcément de raisonner en termes de groupe, hommes ou femmes, mais par exemple, on va trouver ce qui relie les personnes, qui va transcender les groupes. Par exemple, certes, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes, mais vous êtes tous des geeks, enfin j'en sais rien, ou des professionnels de tel où vous êtes tous des passionnés, où vous avez tous tel centre d'intérêt. Et donc, on va essayer de trouver le lien pour créer comme une sorte d'identité commune et ne plus avoir besoin de raisonner ou de juger en termes de groupe. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu plus applicable ici. Pareil, c'est très laboratoire ici. Très laboratoire dans le sens où au quotidien, je ne sais pas comment l'appliquer. Par contre, c'est tout à fait possible lors d'une formation, avec, je ne sais pas, 40 personnes, de pouvoir les mettre entre groupes et puis de faire des exercices et des choses qui vont les faire réfléchir sur la manière dont ils raisonnent en termes d'identité. Par contre, dans le quotidien de travail, voilà, ça, c'est un peu plus difficile de l'appliquer. Sinon, on a bien évidemment tout ce qui concerne la formation, le coaching. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites par rapport à ça, énormément et pas assez. Hein, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut s'arrêter là. Et, voilà, il y a tout ce qui concerne les formations compétences techniques, typiquement les formations code, programmation, etc. pour les femmes, ça existe. Il y a tout ce qui est formation ou coaching pour les soft skills, donc ça va être, par exemple, il y a le media training, ça se fait beaucoup aussi. Comment parler dans les médias, mais comment aussi, je ne sais pas, négocier son salaire, négocier sa promotion, lever des fonds, savoir en parler, etc., etc. Donc ça va être les formations, le coaching. Tout ce qui concerne la confrontation, je vous l'ai mis là aussi, c'est parce que c'est un champ de recherche qui est important, ça va être apprendre à réagir quand on est la cible d'un stéréotype, voire de sexisme, comment on peut réagir.
Quelles sont les bonnes manières de faire? Voilà, ça peut être, l'objet de formation. En tout cas, on a de la littérature scientifique sur quelles sont les bonnes manières de faire. Donc autant s'en servir, en formation. Maintenant, comme je vois que l'heure tourne, je passe aux actions qui vont centrer, sur le contexte. Donc, on peut agir sur les structures, sur l'organisation du travail, je sais pas, par exemple, essayer de faire en sorte que les moments clés dans le développement de réseaux ou de projets aient lieu sur les heures de travail et pas en dehors des heures de travail, parce qu'on risque de perdre une partie de notre effectif et donc de pas donner, la même, chance à tout le monde de participer, au projet, d'entreprise et cetera. Ça va être sur, définir en amont des critères de recrutement qui soient objectivables et qui soient pertinents. Pertinents dans le sens où, par exemple, dans le champ je trouve plus les mots, mais dans le champ du digital, il y a apparemment un énorme taux de femmes qui travaillent dedans, qui viennent d'une reconversion professionnelle. Oui. Comme si, la formation initiale n'avait pas permis pour, à mon avis, 1 million de raisons, qu'on a vues, aujourd'hui, n'avait pas permis d'aller dans un premier temps vers cette discipline ou ce secteur-là et que suite à une reconversion, on pouvait le faire. Potentiellement, l'idée, ça serait les critères de recrutement, ça serait pas sur un diplôme, mais ça serait de tenir compte de compétences développées dans le cadre d'une formation, quelle qu'elle soit. Que ce soit une formation pour adultes en reconversion, une formation initiale en école d'ingé ou voilà. Donc, voilà sur les critères. Au niveau des normes organisationnelles, on en parlait tout à l'heure, soigner le décor, soigner le matériel. Ce qui est pas mal, c'est de faire un petit diagnostic, en fait, tout simplement. Il y a des outils qui permettent d'identifier un peu le climat organisationnel, les normes, etc. Donc, ça peut être pas mal de faire appel à quelqu'un, d'essayer de faire un petit diagnostic dans son entreprise ou dans sa start-up ou dans son milieu, si on en a le pouvoir, évidemment, de se dire, bon, comment ça fonctionne chez nous? Est-ce qu'on correspond à quelque chose qui peut être perçu comme genré ou pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Sachant que j'ai mis leader et dirigeants ici parce que souvent, quand les normes de l'organisation sont assumées ou portées par les dirigeants, elles vont avoir un peu plus d'impact. En fait, c'est comme s'ils étaient, si je fais la métaphore de l'électricité, ils sont un peu meilleurs conducteurs des normes. Donc, le fait de les endosser, de les faire siens, de les revendiquer, ça va avoir un peu plus d'impact. C'est pourquoi faire des rapports, des index, par exemple, en France, on a l'index de l'égalité hommes-femmes pour les entreprises de plus de 50 salariés, pour continuer de montrer qu'on s'intéresse à la question et que ce n'est pas un sujet anecdotique, mais que c'est quelque chose qui compte dans l'environnement de travail. Il y a tout ce qui consiste à développer le capital social. Ça, on en a pas mal aussi de réseaux. Il y a des groupes, même sur LinkedIn, et des réseaux qui sont assez puissants, hein, de networking. Juste dans la diapo d'après, je vous en citerai quelques-uns, et de mentorat. Et tout ce qui concerne le capital économique, il me semble qu'il y a des structures ou des dispositifs qui fournissent des fonds. Laurence, je pense que tu peux m'éclairer là-dessus. Oui, alors il existe effectivement des initiatives. Voilà, j'ai eu l'occasion en Belgique, je sais que B-Angels voilà, favorise d'un fonds d'investissement qui s'intéresse aux projets portés par les femmes. Maintenant, ça reste encore relativement maigre, je veux dire, ce type d'initiative, mais ça apparaît. Oui, puis il faut que les fonds soient fournis. Enfin, il faut que Oui, bien sûr, il y bien ait de l'argent, sûr. quoi. Oui, C'est pas quelque chose oui. J'imagine que ça doit pas être le plus simple à mettre en place, ça nécessite pas mal de Non, mais parce que voilà, c'est aussi clairement les levées de fonds. Bon, on a aussi, il y a aussi c'est pleinement dans les
stéréotype. Enfin, je veux dire, les entreprises de levée de fonds doivent vivre des choses assez similaires au monde du numérique, si je puis dire. Donc, c'est relativement imprégné de stéréotypes. Et du coup, voilà, qu'il y ait des initiatives qui favorisent les femmes ou qui s'assurent, enfin, ou qui essayent d'avoir une certaine mixité dans les porteurs de projets. Bon, on sent qu'il y a de plus en plus d'initiatives là-dessus aussi et prête attention, en fait. Voilà. Mm, Mhm. mm, mm. Ouais. Alors tout ça, effectivement, ça, c'est voilà, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des choses qui doivent être encore mises en place, des choses qui doivent être améliorées. Mais c'est vrai qu'on part pas de nulle part non plus. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Dernière méthode, c'est d'agir sur la représentation. Alors, représentation, c'est pas dans le sens représentation image, l'image qu'on va se faire des choses, mais c'est vraiment sur le ratio. Ça peut être l'utilisation de quotas de discrimination positive. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça ou que c'est une bonne manière. Je sais que c'est assez controversé. Il y a des avantages, des inconvénients. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe et qui peut être mis en place et qui peut avoir des effets positifs. Si ça n'avait que des effets négatifs, je ne l'aurais pas cité dans cette diapo-là. Ouais. Voilà. Après, chacun fait ses choix par rapport à ça. Et puis de toute façon, on n'a pas forcément le pouvoir de décider qu'on va utiliser des quotas dans le recrutement des doctorantes en STEM, par exemple. Ça ne dépend pas forcément de nous. Alors, par rapport à ça, quelques exemples. Typiquement, dans le digital, parce que c'est quand même notre sujet. Tous les exemples que je vous ai cités plus haut, ou toutes les techniques ou les exemples d'intervention, ça n'a pas forcément été éprouvé dans le secteur du digital, mais en tout cas, ça peut l'être. C'est complètement possible. Donc, on a tout ce qui concerne les Girls Who Code, Women Who Code, Black Girls Code, qui inclut le côté intersectionnel aussi, les femmes noires, sont des réseaux qui ne sont pas uniquement des réseaux, qui proposent des formations, de l'accompagnement, du mentorat, qui font des plaidoyers, etc., et qui sont assez importants. Juste, les décodeuses en France, intéressant aussi comme démarche, accompagnent les reconversions professionnelles des femmes dans la tech et précisément des femmes de quartiers défavorisés. Comme ça, on fait une pierre deux coups. Maintenant, en Belgique, il y a pas mal de choses. Je pense qu'il y en a. Même je suis sûre qu'il y en a d'autres, on n'a pas tout cité ici. Non, c'est pas exhaustif, c'est sûr. Voilà, c'est une partie des initiatives qui existent, mais effectivement, il y a des initiatives et c'est intéressant d'avoir effectivement un panel. Et entre autres, je dirais pour notre hackathon aussi, ce serait vraiment une base de savoir bien sûr quel levier on peut agir. Est-ce que la littérature montre comme action existante, et puis après continuer l'exploration, je dirais sur ce qui existe, ce qui est fait et comment on peut améliorer ces choses-là en fait. Ouais, mais c'est super. Ouais. Je vois que Aurélie doit partir. En tout cas, merci Aurélie de votre présence et puis ce sera avec grand plaisir de discuter avec vous à l'occasion. Voilà, je te laisse poursuivre, Jeanne. Ouais. On a dépassé déjà de 2 minutes, mais on arrive à la fin. En fait, j'ai juste une petite conclusion pour vous dire que si jamais vous qui écoutez ce webinaire, vous avez envie de monter une initiative, parce que quand même on est dans le cadre de Digital for All et ça va pouvoir très probablement se faire. Suite à tout ce dont j'ai pu vous parler, on peut quand même se poser plusieurs questions. Si jamais on veut mettre en place une action, une intervention, un dispositif, que ce soit en termes de réseau, de formation, d'architecture d'intérieur, on ne sait pas. Voilà, les questions qu'on peut se poser, c'est à quel niveau agir? Est-ce que quand on veut agir sur les croyances des individus, sur leur identité, sur les comportements, à différents niveaux à la fois, etc. On peut se poser cette question-là, ça peut être quand même pas mal intéressant pour cibler l'intervention. Ouais. Maintenant, à quel moment du processus est-ce qu'on va cibler, par exemple, des étudiantes ou des étudiants en STEM, par exemple, ou même à l'entrée des études supérieures? Est-ce qu'on va cibler, par exemple, le retour des congés parentaux? Est-ce qu'on va cibler les reconversions professionnelles? Voilà, étant donné que les biais peuvent intervenir à pas mal de niveaux, à quel moment on intervient? Pour quelle temporalité? Est-ce qu'on va viser une action qui va avoir un effet immédiat?
ou est-ce qu'on va viser une action qui va avoir un effet à moyen terme, à court terme, etc. Qui va être la cible? Est-ce que ça va être les financeurs? Est-ce que ça va être les étudiants? Est-ce que ça va être les créateurs, créatrices d'entreprises? Est-ce que ça va être quelqu'un d'autre, les politiques? J'en sais rien. Qui est la cible et surtout quelles peuvent être les réactions des cibles des interventions et des personnes qui travaillent voilà, dans le secteur qu'on va aborder parce que tout simplement, on sait qu'on peut avoir de temps en temps des réactions de comment bah, c'est le mot réactance, mais de blocage en fait, de se dire c'est un peu ce qu'on voit par exemple pour la discrimination positive, ça va pas plaire à tout le monde et potentiellement on peut avoir un espèce de petit retour arrière ou une sorte de crispation. Donc autant l'anticiper et autant eh ben, donner envie de faire changer les choses plutôt que de forcer les choses. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Voilà, c'est une petite to-think list. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. À garder en tête si jamais voilà, on a envie de monter une initiative pour, à tout hasard, améliorer la représentation des femmes dans le digital. Voilà. Est-ce que je vous laisserai pas le mot de la fin pour parler de... Juste dire un mot sur la suite et ensuite peut-être Ok, prendre... bah écoute, tu peux effectivement passer. On rappelle rapidement pour ceux qui nous écoutent là, la prochaine session où on aimerait aller aussi dans partage d'expérience, peut-être aller un peu plus loin sur certaines initiatives mises en place et réfléchir ensemble. Voilà, comment est-ce qu'on peut appuyer ça ou développer plus loin. Ça a lieu la semaine prochaine, le 21 mars à Louvain-la-Neuve. Donc là-dessus, vous avez les liens sur nos pages et nos sites pour vous inscrire. Je sais que Julie, qui nous écoute ici, sera une de nos témoins. Et puis la suite, c'est le cœur finalement de ce projet Digital for All, c'est cette semaine de hackathon qui a lieu donc du 1er au 5 mai. C'est complètement pris en charge dans le cadre du projet et donc gratuit pour vous. Si vous voulez venir réfléchir et co-créer ces solutions innovantes, venez, vraiment, on vous attend pour réfléchir à tout ça. Et en Et plus, si je peux me oui, je t'en permettre, prie. je crois qu'il y a, il y a une crèche ou possibilité de faire garder. Alors, comment dire, c'est pas qu'il y a une crèche, mais c'est-à-dire qu'on veut en aucun cas Ouais, que être maman ou papa ou parent pose un empêche. souci soit un frein pour venir s'inscrire. Et effectivement, on sait déjà qu'on aura 2 petits bouts a priori. Et donc, oui, on va faire en sorte de pouvoir organiser une garde la journée et que les parents puissent retrouver leur petit bout le soir. Et il leur Je le permet souligne de parce venir que travailler avec nous. Ouais. c'est ça, je trouve que c'est un super exemple de comment agir sur le contexte en fait. Oui, Bref, voilà, on essaye de faire ça au mieux, effectivement. Et voilà, je dirais pour les dates à rappeler. Et voilà, je vois qu'il y a quelques messages. Je ne sais pas si c'est s'il y a des questions. Merci beaucoup, Jeanne. Merci, Jeanne. Merci, Jeanne. Alors, on mettra cette présentation aussi à disposition et on ne manquera pas aussi d'utiliser cette base, cette synthèse de réflexion comme base de travail pour notre hackathon. Et voilà, donc il y a plusieurs personnes ici, je pense, comme tu disais, qui étaient chercheurs et qui seront certainement très heureux ou heureuses de rentrer en contact aussi avec toi, Jeanne. avec Pour, plaisir. voilà. En tout cas, je ne vois pas ici pour le moment de questions reprises. Mais si quelqu'un souhaite intervenir, parce que voilà, il y a encore plusieurs personnes présentes, si quelqu'un veut intervenir oralement par écrit, je vous invite à poser votre question ou faire votre commentaire. Je vais juste en profiter Ouais, pour... vas-y, va. Non, non, c'était simplement pour remercier Jeanne. Et je trouve que c'était vraiment dans ce qu'on voulait, en fait, finalement, proposer lors de ce premier webinaire sur cette phase inspiration, c'est inspirer les futurs participants à notre hackathon avec des bases solides et notamment des données de recherche pour le coup. Donc, voilà, merci beaucoup, Jeanne. Et merci à Laurence aussi pour la co-animation. Et merci à vous tous, bien évidemment, d'avoir été présents et de nous avoir suivis
même si on a dépassé un petit peu l'horaire. Je voulais peut-être juste dire un petit truc aussi. Moi, enfin, je n'interagis pas ici beaucoup. Pas que s'il n'y avait pas des questions à me poser, mais c'est vrai que c'était un peu l'objectif de l'inspiration pour le hackathon. Et il y a déjà eu pas mal de pistes. Je sais que nous, à l'Université de Namur, on avait regardé un petit peu justement des pistes possibles. C'est des choses qui étaient ressorties. C'est pas si évident à mettre en place, finalement, quand même. Pas si évident à faire accepter non plus. Quand je réfléchissais justement à l'environnement, c'est quelque chose sur lequel, à travers l'autre projet que je dirige justement pour le SPF aussi, qui a été lauréat du même appel, on est fort sur l'environnement et finalement, le masculin est tellement neutre qu'on a tellement l'habitude d'avoir aussi… parce que tu donnais l'exemple, Eva, justement, de ce calendrier de femmes dénudées, mais même sans ça, en fait, il y a beaucoup de neutralité qui est masculine et qu'on ne voit plus, et où sans se rendre compte, finalement, on serait mieux dans un autre environnement, mais on a tellement l'habitude de ça que ça ne saute pas aux yeux comme ce calendrier, mais c'est quand même présent. C'est pas évident, je trouve, de voir sur quoi on pourrait jouer. Non, mais c'est intéressant et c'est vrai que l'action par l'environnement a quelque chose d'intéressant. Peut-être ce sera l'objet de réflexion aussi au hackathon. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment ça peut aussi passer dans l'acceptabilité? Mais effectivement, et du coup, si tu travailles aussi dessus, Julie, ce sera intéressant de J'avais le lu un partager. truc, une étude qui avait été faite dans des classes de sciences où ils avaient remplacé tous ces posters qu'on peut avoir de Star Wars, des choses comme ça, qu'on pense être des univers finalement neutres parce que du cinéma, par des œuvres d'art. Et les filles se sentaient mieux. Ah oui, ok. Et pas que les œuvres d'art soient féminines ou pas, mais en tout cas, ça n'est plus masculin. Même si ce masculin semblait neutre, parce que finalement, Star Wars, on peut se dire, c'était pas des films qui étaient destinés spécifiquement aux hommes, mais ça a une connotation plutôt masculine, visiblement. Oui, en fait, oui, voilà, c'est intéressant, oui. En tout cas, c'est vrai qu'avoir des projets ou des propositions, par exemple pour les entreprises, effectivement, qui s'intéressent à cette égalité, et peut-être venir avec des propositions sur comment ils peuvent éventuellement travailler sur l'environnement. Franchement, oui, ça peut être des choses à tester. Et je serais super heureuse si à l'hackathon, on avait quelques personnes d'entreprise prêtes à faire des modèles, enfin, à faire des cases quelque part au sein de leurs institutions, de leur entreprise et pouvoir lancer un peu le mouvement, quoi. Mais OK, merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait envie d'intervenir ou de poser une question. OK. Je pense effectivement, voilà, ce webinaire sera mis en podcast et voilà, ce sera l'occasion de pouvoir l'utiliser dans n'importe quel contexte et de le disséminer encore. Et merci à toutes et tous de votre présence, d'être venus écouter Jeanne, et un tout grand merci à Jeanne pour cette super synthèse et cette très belle présentation. Voilà, Merci beaucoup. une belle soirée à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Merci, Au au revoir. revoir.